sur la présentation en elle-même. Sur la méthode, je voudrais m'assurer avec madame, c'est un sondage en ligne. Ce n'est pas une étude au niveau national. Vous n'avez pas touché toutes les régions. Ce que vous avez présenté, il n'y a pas les 12 régions, notamment les régions du Sud. Le Sud, c'est 12 régions, madame. Il y a Gulmi, Mouadnoun, il y a l'Ayoun, Saqi al-Hamra, et il y a Dakhla. Et comme on a fait une étude en ligne, on aurait pu se permettre de toucher toutes les régions du Maroc. D'autant plus que vous avez dit à la fin, ne pas ignorer les régions enclavées. Le Sud, ce n'est pas des régions enclavées, mais on aurait pu se permettre quand même d'associer ces régions à cette étude. Quand vous faites cette précision, il y a une raison particulière? Ben, elle est claire. Par rapport à ce qui ressort en termes de tendance lourde? Couverture géographique. Oui. On a parlé de la couverture géographique. Une étude en ligne. Toutes nos régions sont connectées. On aurait pu se permettre de poser la question au niveau de toutes les régions. Par rapport donc à la comparaison publique-privée, moi je suis là en tant que directeur de la coopération. Je suis également responsable de la promotion de l'enseignement scolaire privé. Pour nous, l'enseignement au Maroc est public et privé. C'est l'enseignement au Maroc. On ne parle pas des autres types d'enseignement qu'on appelle donc communément l'enseignement mission. Il faut savoir que l'enseignement privé actuellement représente 14% de la totalité de la population scolarisée. Vous avez aussi parlé, je crois qu'on est rentré dans le vif du sujet à travers la présentation qu'a faite madame. C'est le but d'ailleurs. Justement. Lorsqu'on parle d'activités parascolaires plus développées dans le privé que le public, il faut dire que dans le public, il y a plus de 25 000 clubs, toutes thématiques confondues. Comme je rappelle, on ne distingue pas entre établissements publics et établissements privés. Mais mon rôle, c'est de démontrer le côté plein du verre. Je crois que notre problème, c'est beaucoup plus un problème de communication. On ne communique pas assez sur tout ce que fait le ministère de l'Éducation nationale avec ses différentes composantes, sur les différents chantiers, sur un certain nombre de choses. Les valeurs, c'est très important. Moi, ça m'a retenu lorsqu'a présenté monsieur le directeur général, la première thématique, on aurait aimé être associé à cette thématique, les valeurs. C'est aussi l'un de mes champs de compétences. Les gens disent qu'il n'y a pas de plan, qu'il n'y a pas de vision. Qu'en est-il de la vision stratégique 2015-2030 ? Ça veut dire qu'un certain nombre de Marocains ne savent pas que le Maroc, depuis 2015, a engagé une vision stratégique. On a déjà réalisé les 3 premières années, 15-18, on a fait un bilan qu'on a présenté au nom du gouvernement. Et maintenant, on est engagé dans une deuxième phase, 2019-2021. Il y a l'avènement de la loi cadre. La loi cadre, elle a fait l'objet d'un consensus. Elle a été votée, adoptée. Actuellement, elle est en train d'être mise en œuvre. Donc, si les Marocains ne savent pas qu'on a ces référentiels stratégiques, c'est qu'il y a un problème. Il faut qu'on communique davantage. Et là, j'interpelle nos collègues du domaine de la presse, des médias, pour apporter ce qui se fait. Nous, on est ouverts aux commentaires, aux remarques, mais déjà que les gens sachent ce qui est en train d'être fait par le Maroc, mais également avec l'appui d'un certain nombre de partenaires. Je salue la présence parmi nous de M. l'ambassadeur du Japon. Le Japon travaille beaucoup avec le ministère de l'Éducation nationale sur un certain nombre de thématiques. Non-implication des parents. Je vais dire c'est vrai, mais il faut dire aussi qu'il y a un problème. On est là, pour un grand nombre, on est parents. Lorsqu'il y a une pratique, lorsque des parents scolarisent leurs enfants dans des établissements privés, ils sont obligés de les emmener matin et soir. Ils sont obligés de faire partie des associations de parents d'élèves. Ils sont obligés d'assister aux portes ouvertes et un certain nombre de pratiques. Quand ils sont dans le public, on se dit, une fois qu'on les a inscrits, si nous-mêmes qui sommes allés pour les inscrire, sachant que pour ceux du collège et du lycée, des fois ils veulent aller seuls, ils se prennent en charge, c'est bien. Mais les parents ne suivent pas. Ils ne savent pas où leurs enfants sont scolarisés, dans quelles conditions, ils ne vont pas voir les enseignants, sachant qu'il y a déjà quelques années, on a instauré ce qu'on avait appelé la journée nationale des associations de parents
Les tuteurs, maintenant on appelle ça les associations des mamans, des pères et des tuteurs. Une journée nationale le 30 septembre de chaque année, c'est une journée porte ouverte, au niveau de laquelle les parents peuvent aller dans les établissements scolaires, voir les établissements comme ils sont, discuter avec les enseignants, avec la direction, et s'assurer sur les conditions qui sont offertes pour leurs enfants. Donc là, c'est un problème. Il faudra une mobilisation très forte de la famille, parce que l'éducation, on a beau dire que c'est l'affaire de tous, mais ça reste quand même l'affaire des autorités qui sont chargées de ce volet. Les parents, ils doivent s'impliquer davantage, parce que l'éducation commence dans la famille et se poursuit dans la société et également au niveau de l'école. Ce n'est pas une affaire de l'école à elle seule. Bien sûr, lorsqu'on parle du futur, l'intelligence artificielle, un certain nombre de choses qui rentrent dans le cadre des nouvelles technologies, au ministère de l'Éducation nationale, on a introduit le coding depuis l'année dernière dans les établissements scolaires. Des petits enfants dans des établissements marocains de 8 ans, 9 ans arrivent à développer des applications, arrivent à développer des activités qui répondent un peu à leurs attentes. Et là, il faut le savoir aussi. 98% meilleure formation des enseignants. On a instauré ce qu'on appelle les centres régionaux d'éducation et de la formation, les CERMEF. C'est un dispositif qui s'occupe actuellement de la formation initiale, qui s'investit dans la formation continue et qui est ouvert sur la recherche scientifique et éducative. Je crois que la chose a été consacrée à travers la loi cadre, notamment dans ces articles 15, 16 et 18. On ne parle plus d'éducation, c'est éducation, formation, c'est un secteur dans son ensemble. L'éducation, la formation professionnelle, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. C'est une réalité. On a cette chance actuellement de pouvoir avoir cette vision d'ensemble. Monsieur le ministre n'aime pas qu'on parle de département de l'éducation, département de la formation. On est un ministère, on est un. On a développé une vision stratégique qui couvre tout le secteur dans son ensemble. Et la réalité, c'est que maintenant, on est en charge des enfants à partir de 4 ans jusqu'à 16 ans, c'est l'obligation qui a été actée dans le cadre de la loi cadre. Le préscolaire, le primaire, le collège, le lycée, les BTS, les classes prépa, l'enseignement supérieur. Donc c'est une vision d'ensemble qui est consacrée. Dans les faits, on est en train de travailler sur la mise en place d'un système d'information intégré, des domaines de formation qui sont complémentaires. Donc la visibilité, elle est là. Donc se poser encore la question, je crois que c'est un peu difficile. On est des responsables, on sait ce qui se passe, comment les choses se font. Il faut qu'on puisse un peu qu'on participe à cet élan, à cette dynamique, en apportant donc quelque chose qui certainement va soutenir un peu toutes les actions qui sont actuellement en place. L'idée, c'est qu'on puisse ancrer cette démarche projet à tous les niveaux. Le projet de l'élève à un âge très précoce, on va lancer ça à partir de la rentrée prochaine, projet personnel et professionnel à partir des premières années du collège. Je sais que par ailleurs, ça se fait à un âge très précoce. Donc c'est très important. Démarche projet au niveau des établissements scolaires. Tous les établissements scolaires actuellement ont des projets d'établissement. Un projet d'établissement qui est acté, qui a pour référence les réformes qui sont initiées au niveau national. Et là, je rebondis sur la chose. On n'a pas cette vision, on n'a plus cette vision de Rabat. Je parle du ministère de l'Éducation nationale. On a implanté des établissements publics, les académies régionales d'éducation et de la formation depuis plusieurs années. Les académies développent des plans d'action au niveau de leur région, bien sûr en tenant pour référence toutes les orientations stratégiques. Ils ont des conseils d'administration, il y a la participation de toutes les forces vives de la société et c'est très important. Le ministère de l'Éducation nationale a été très loin dans l'installation du processus de décentralisation et de concentration. Est-ce que vous avez aussi un œil ouvert sur votre environnement extérieur? Bien sûr. Parce que j'ai l'impression que toutes ces strates, en fait, effectivement, qui ont été créées, y compris approche territoire, vous restez entre vous, quelque part. Donc est-ce qu'il y a une vraie connexion avec l'environnement extérieur? Un conseil d'administration d'une académie, il y a la représentativité de tous les institutionnels, bien sûr les autorités régionales, provinciales, les élus, les représentants des ministères, les élus qui font partie du système éducatif, les enseignants, les représentants des parents d'élèves, le préscolaire, le privé. Il y a bien sûr tout ce travail initié, comme je l'ai dit, à partir des réalisations dans le cadre des projets d'établissement. Comme l'a dit monsieur, maintenant c'est un appel qu'on lance depuis ces 2 dernières années. Il faut que les gens participent, il faut qu'on mette la main à la pâte. Chacun de nous a le devoir de participer
Au lieu de rester à l'extérieur et dire, je pourrais poser la question à chacun de vous, qui est retourné dans son école depuis qu'il a quitté son école, son collège et son lycée? Rare. On ne connaît pas quelle est la situation de nos établissements publics. Depuis 2009, nos établissements ont redoré leur blason. C'est au niveau des infrastructures, au niveau des équipements, au niveau d'un certain nombre de choses qui garantissent la dignité aux élèves. On est encore en train de travailler sur les effectifs. Certes, c'est un problème d'offre et de la demande. Il y a dans certaines régions, on trouve des établissements scolaires qui tournent avec 100 élèves et d'autres où il y a plus de 3000 élèves. Donc c'est une question de région, de développement. Donc je disais que la démarche projet, elle est ancrée dans le système. Et si les gens vont aller dans des établissements, c'est pour travailler sur la base de projets. C'est pas du mécénat. On n'attend pas à ce que des gens viennent apporter un ordinateur ou des livres ou ça. Il faut travailler sur des projets et montrer le modèle. Nos enfants ont besoin de voir des modèles dans la société. J'étais rassuré lorsque j'ai vu tout à l'heure 14% pour la gendarmerie qui développe un système de formation. Vous savez ce que nous disent nos enfants lorsqu'on va dans des établissements publics et qu'on leur pose la question « Qu'est-ce que vous voulez être plus tard ?» Dans certains cas, ils disent « Je voudrais être gendarme ». Il y a ceux qui disent médecin, ingénieur, ceux qui disent « Je voudrais être policier ». Et des filles qui veulent que je voudrais être soldat. C'est très important. Notre société, elle a besoin de tous les domaines et de tous les métiers. C'est vrai qu'on ne connaît pas les métiers de l'avenir, mais on est en train de nous préparer. C'est très important. Cette liaison formation-emploi, elle n'est plus à démontrer ou à poser. On a ressassé ce dossier depuis des décennies. Maintenant, c'est les solutions. Pour vous, c'est réglé? C'est pas réglé. Ouais. Le diagnostic, il est fait. Ouais. Mais on ne connaît pas quels sont les métiers de l'avenir dans 30 ans, 40 ans. On est en train de nous préparer, de nous projeter, de voir les modèles qui marchent et d'essayer aussi d'orienter nos enfants vers tout ce qui est intelligence artificielle. Vous savez, on le dit tous, lorsqu'on donne un smartphone à un jeune, il peut travailler sur toutes les possibilités qu'offre ce téléphone intelligent. Chose que des adultes ne savent pas faire, c'est qu'ils ont ce potentiel. On parle d'une génération alpha. Celle qui est née depuis 2010, elle est née avec ces nouvelles technologies. Des parents qui veulent encore lutter contre ça, ils disent « Ah, moi, j'ai interdit la tablette pour mes enfants. J'ai interdit le téléphone. » Vous ne pouvez pas interdire. Il faut encadrer, il faut gérer, il faut orienter, il faut expliquer. Et il faut vivre avec ça. On ne peut pas s'enfermer et dire que là, on est tranquille, on a interdit. Là, ils vont aller vers d'autres choses et en cachette, et c'est très dangereux. Avant de donner la parole à Jamel Belrach, juste, une question qui me traverse l'esprit. Est-ce que les citoyens, ce ne serait pas intéressant aussi de pouvoir donner la possibilité aux citoyens, à la société, d'évaluer les politiques publiques en matière d'éducation? Parce que d'abord, en fait, que vous ayez un retour aussi, pas une perception, un ressenti, mais que aussi l'école soit évaluée par la société. Avant d'arriver à l'évaluation, d'abord la participation. Vous savez, lorsqu'on a lancé la vision stratégique, il y avait des forums qui étaient ouverts, comme ce qui a été fait au niveau du sondage, des gens qui donnaient leur point de vue, et je sais que c'est une démarche qui est adoptée aussi par l'équipe qui est en train de travailler sur le nouveau modèle de développement. Il y a des forums, il y a des débats, des gens peuvent participer, c'est ouvert à toute la société. Tout un chacun qui a accès aux nouvelles technologies, il peut rentrer, donner son point de vue, et c'est très important. Les jeunes, on est en train de les impliquer par différentes méthodes. On travaille avec la société civile sur cet esprit d'entreprise, sur la constitution de jeunes entreprises dans les établissements scolaires, dans les collèges et les lycées. Et les jeunes arrivent à être très performants. L'année dernière, des jeunes d'un établissement public de Salé ont décroché 4 prix au niveau de l'Imarat, donc sur l'esprit d'entreprise. Donc les jeunes, et on est à leur écoute, et je vais revenir tout à l'heure par rapport à ce qu'on est en route pour réagir par rapport au système de gouvernance au niveau de l'éducation nationale, notamment les académies. J'en parle parce que j'ai été directeur d'académie à 2 reprises. Un directeur d'académie, c'est un manager d'une instance qui a un conseil d'administration. Il faut respecter des orientations au niveau national, tout ce qui est pédagogique, tout ce qui est contenu, rester dans le cadre du budget qui nous est attribué, et vous avez toute une marge de manœuvre pour agir au niveau de la région, dont vous êtes responsable en concertation, bien sûr, avec les autorités locales, pour introduire toutes les innovations que vous le souhaitez. Donc il y a toute la marge de manœuvre possible. Au niveau du mode de gouvernance, au niveau du suivi, au niveau de l'encadrement, au niveau du leadership, au niveau de la recherche de moyens. Il y a beaucoup d'académies maintenant qui ont pu conclure des conventions avec les régions. C'est des centaines de millions de dirhams. Avec les partenaires également au niveau local, ça se fait également au niveau des directions provinciales. C'est un dispositif qui marche
et qui, notamment par rapport maintenant, la dernière chose, c'est les ressources humaines. On avait la subvention qu'on recevait. Maintenant, pour les ressources humaines, les formations, les recrutements se font au niveau des académies, ce qu'on appelle les cadres des académies. Donc ça, c'est un dispositif qui est très important. Que demande un chef d'établissement, un chef d'entreprise? Avoir les ressources humaines, avoir le budget et puis une stratégie pour développer le secteur dont il a la charge. Et c'est le cas actuellement. Au même titre, lorsque j'ai parlé comme quoi le diagnostic a été fait, même en termes de benchmark, on a vu tous les modèles. Ne pensez pas que les décideurs au niveau du ministère de l'Éducation nationale sont enfermés dans leur bureau à Bab el-Rouah et qui sont en train de tracer des choses pour les enfants du pays, indépendamment de ce qui se passe un peu partout à travers le monde. La vision stratégique a été mise en place dans le cadre d'un véritable benchmark qui a été fait. Et à chaque fois qu'on avait la possibilité de le faire, on mettait en place des actions. C'est juste pour dire que si on revient au socle de base, qui est l'élève, qui est l'enfant, le citoyen, c'est juste pour dire, la décision a été prise suite aux orientations de Sa Majesté pour généraliser le préscolaire, c'est déjà un point très important parce qu'on a tranché qui est responsable du préscolaire au Maroc. Parce que jusqu'à l'instant, il y a l'éducation nationale, il y a la jeunesse, il y a les habous, il y a les affaires sociales, il y a bien sûr les différents opérateurs qui agissent. Maintenant, la responsabilité, elle est claire. La généralisation a été actée, tracée, 2026-2027. Si ce n'est pas avant, c'est la généralisation qui va se faire. On sait que le préscolaire, c'est à la base de la généralisation de la scolarisation de manière générale. Parce qu'actuellement, oui, allez-y. Actuellement, un enseignant qui est en première année du primaire, il peut recevoir des enfants. Pour certains, ils sont passés par le préscolaire, d'autres, ils sont venus de chez eux à l'école. Il y a tout un travail, un effort de mise à niveau de tous ces enfants qui sont devant cet enseignant. Maintenant, je crois progressivement, on va en finir avec. On a arrêté les référentiels, on a arrêté le mode de formation, tout le dispositif, il est là en place. En parlant donc de cet aspect de citoyenneté. Nous, le paradigme, si on l'a aussi... Je vais vous interrompre. Quand vous dites, voilà, vous félicitez effectivement de la généralisation du préscolaire. Est-ce qu'il y a vous appréhendez aussi l'impact de tout ça sur les prochaines années? Parce que la croissance démographique, on l'a pas vu venir, elle a pesé fortement sur les politiques publiques en matière d'éducation, de formation et en matière d'emploi aussi. Donc est-ce qu'aujourd'hui, la généralisation qui a été décidée, qui a été actée, l'impact sur le court et moyen terme, est-ce qu'il a été mesuré, anticipé en tout cas? On a les coûts de cette opération, on a les besoins en formation, on a les besoins en infrastructure. Ça a été fait dans un élan. Ça a été chiffré également? C'est chiffré ça avec une présentation. Vous savez, c'est un projet, 33 milliards. C'est un projet il y a des projets qui sont prioritaires. Le préscolaire, l'école de la deuxième chose, je voulais en parler, c'est aussi la responsabilité du ministère pour tous ces enfants qui sont déscolarisés et qui sont pris en charge dans le cadre de ce qu'on a appelé des institutions des écoles de la deuxième chance, nouvelle génération. C'est un mode de gouvernance qui est très particulier. Je voulais dire par rapport à cette thématique de citoyenneté et de soft skills. Nous, on est conscients déjà sur le mode de gouvernance. Je veux juste vous approcher comment on gère un établissement scolaire. J'ai parlé tout à l'heure du projet d'établissement, mais il y a un certain nombre de conseils dans l'établissement scolaire, dont notamment le conseil de gestion, qui est composé du chef d'établissement, des représentants des enseignants, la commune elle est présente, et également la représentation des élèves, qui décident du projet d'établissement qui devrait être mis en place au niveau de leur établissement. Le modèle dont vous parlez, il existe, mais d'une manière qui n'est pas très annoncée, comme quoi ce n'est pas des associations, des fédérations, mais l'enseignant, il est partie prenante dans le cadre de ce projet d'établissement. On a aussi ce qu'on appelle le majalis talamidia, les conseils des élèves au niveau national. Vous savez, on a 12 directeurs, et face à ces 12 académies, on a 12 élèves qui représentent leurs camarades, qui sont élus dans un processus qui commence de l'école, de la province, en arrivant à la région. On a des élèves, filles et garçons, qui représentent leurs camarades et qui sont une force de proposition très importante. On a le dispositif du Parlement de l'enfant, qui est mené par l'Observatoire national des droits de l'enfant et qui donne des résultats très performants dans la sensibilisation à l'implication des élèves dans les différentes thématiques. Et ce volet donc de Life Skills, on l'a mis en place dans le cadre de tout un programme qu'on a appelé Appui à la promotion du civisme et de la citoyenneté. On est conscient qu'actuellement,
La problématique qui est posée au niveau international, c'est la prévention des comportements à risque. Lorsqu'on parle de sulukat machina, le comportement à risque, ça concerne l'utilisation des drogues, l'utilisation abusive des nouvelles technologies, tous les phénomènes qui viennent à l'école, mais qui sont le produit de la société. Nous, on continue à être appelé ministère de l'Éducation. On n'est pas seulement ministère de l'Enseignement, ministère de l'Éducation. Parce que c'est un choix qui a été fait, il y a la famille, mais le ministère de l'Éducation nationale assume cette tâche. L'enseignant, pour nous, il éduque les enfants. C'est le modèle par lequel on est passé tous. L'enseignant, avant de commencer sa classe, il doit passer un certain nombre de messages. Ancrer les valeurs, les comportements au sein de la classe, lorsqu'il sort à la rue, lorsqu'il est chez lui, au niveau de la société. On est conscient que ça, c'est très important. On travaille sur les valeurs, mais maintenant, on est en train d'utiliser les nouvelles technologies pour passer les messages de la valeur. Jusqu'à l'année dernière, on était en train de nous poser la question au niveau de la vie scolaire, est-ce qu'on interdit l'entrée des smartphones dans les établissements scolaires ou l'entrée de l'usage des smartphones? Maintenant, on est en train de les utiliser comme des moyens d'apprentissage dans ce projet qui est pilote, qui touche actuellement 600 collèges et lycées, qui va toucher en 2022 tous les collèges et les lycées. On apprend, maintenant l'enseignant rentre dans sa classe, il dit à ses enfants, dans le cadre des clubs de citoyenneté, sortez vos smartphones. Vous allez être étonnés de savoir ça. Sortez vos smartphones. Vous avez l'application. Ah, le professeur est en train de parler le même langage que les jeunes. Il connaît qu'il y a un téléphone et qu'on peut installer des applications. Quelle application, monsieur? Application Prisma. Application Comics. Ah non, on ne connaît pas. Installez cette application. Micro, s'il vous plaît. Quel est le... Juste, simplement, parce qu'il nous reste un petit quart d'heure, on va ouvrir les questions-réponses avec l'assistant. Il faut que les gens savent ce qu'on est en train de faire. C'est pas pour redorer le blason du ministère et les gens ou de doivent l'État, savoir, mais c'est très important. Oui, mais simplement, est-ce que tout ça constitue le terreau du nouveau modèle de développement éducatif? Bien sûr. Donc on se base là-dessus. Bien sûr. Il n'y aura pas de changement majeur. Vous considérez que il ne faut pas changer cette équipe et la Dream c'est pas ce que je suis en train de dire. Ah, je sais pas, je ce pose que la question. Les choses se passent, comment on sait les faire et comment on pense les faire au mieux que possible, mais on est aussi en attente par rapport à ce nouveau modèle qui va certainement donner des ouvertures, classer des priorités, parce que c'est pas notre problème, mais notre manière de faire, c'est qu'on considère que tout est prioritaire. Il faut tout faire. Il faut donner l'importance au préscolaire. Il faut former les enseignants. Il faut travailler sur la qualité. Il faut réviser les curricula. Il faut faire la recherche scientifique. C'est juste pour dire que par rapport à ce projet, les élèves maintenant commencent à aborder des thématiques, comme a dit madame, qui étaient étrangères à l'école. Donc la triche, le harcèlement... Tous les problèmes sont abordés, les élèves donnent leur point de vue, on passe ça dans une application, au bout d'une heure, on sort avec un livrable. Qissa Moussouara ou une vidéo, on peut mettre ça sur Facebook, sur YouTube. Donc on est en train d'être à l'écoute des jeunes, d'utiliser les mêmes moyens, mais en les encadrant. Et on les éloigne de ce qu'on appelle les comportements à risque. Vous savez ce qu'on peut trouver dans les autres choses, et on est en train de lutter contre ça indirectement. On veut que nos enfants soient équilibrés dans leur personnalité, qu'ils réussissent leur scolarité, qu'ils aient un projet personnel, mais qu'ils soient aussi de bons citoyens. Et pour nous, la citoyenneté, c'est les obligations, les droits et les engagements. On ne commence pas par le hukuk. Il disait, maître, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Qu'est-ce que tu vas apporter à ta société? C'est vrai que la société est au service du citoyen, mais le citoyen, il est obligé de mettre la main à la pâte.